Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le mercredi 10 mars et à la une de ce journal, l'annonce était très attendue et elle est tombée en fin de journée. Le préfet a décidé que le confinement prendrait fin dès ce lundi matin. Il sera remplacé par un couvre-feu à partir de 18 h. Les écoles vont donc pouvoir réouvrir avec un protocole très strict. En revanche, les bars et les restaurants resteront fermés à l'instar des mosquées. En effet, seules les mosquées du vendredi ouvriront un jour par semaine avec une jauge de fidèles et un protocole sanitaire là aussi très strict. Ivan Rakotovao et Leslie Vumenet. Le confinement s'est terminé. Après avoir rencontré les élus, les représentants religieux et les représentants du monde socio-économique, Jean-François Colombet a décidé de mettre fin à cette mesure dès lundi. Lundi, le confinement prendra fin à 5 h du matin. Donc plus de confinement à 5 h parce que nous avons atteint un taux d'incidence qui n'est pas encore satisfaisant, il est encore élevé, mais il est très inférieur à celui que nous avons connu au début du confinement. Permettez-moi de rappeler que lorsque nous avons commencé le confinement, nous étions à un taux d'incidence qui était au-delà de 440, dans certaines communes presque 800. Aujourd'hui, nous sommes aux alentours de 230, c'est-à-dire que nous sommes revenus sur la moyenne métropolitaine. L'île possède encore un taux d'incidence élevé et les efforts vont donc devoir se poursuivre. Dès lundi, le confinement va donc être remplacé par un couvre-feu dès 18 h. Il faut, après ce confinement, que nous puissions protéger les Mahorais en installant une période de contrainte encore, hélas, qui pourrait s'étaler jusqu'au début du Ramadan, une semaine avant le Ramadan. Tout d'abord en instituant dès ce lundi, un couvre-feu à 18 h, de 18 h à 4 h du matin. Et ensuite, en fonction de l'évolution de la situation, un couvre-feu qui pourrait peut-être commencer dans un premier temps à 20 h et enfin, si les choses évoluent favorablement, un couvre-feu qui pourrait commencer à 22 h 30. Dans le même temps, dès lundi, on ouvrira les commerces, sauf les bars et les restaurants, pour lesquels je demande encore un effort. Pas de réouverture des bars et des restaurants jusqu'à nouvel ordre. À un mois du mois sacré de Ramadan, ces établissements pourraient même rester porte close encore de longues semaines. A l'inverse, les écoles vont rouvrir leurs portes dès ce lundi. Nous allons ouvrir dès lundi les écoles du premier degré, en parfait accord avec le recteur, avec un protocole sanitaire évidemment strict. Et puis, nous ouvrirons les collèges et les lycées avec une demi-jauge et un protocole sanitaire strict. En ce qui concerne les mosquées, elles resteront fermées à l'exception du vendredi où la mosquée du vendredi de chaque quartier sera accessible suivant un protocole très strict. Rendez-vous est désormais pris dans 2 semaines pour connaître l'évolution des mesures décidées par le préfet. Tout autre sujet maintenant, après les violences survenues à Koungou, la société immobilière de Mayotte a été sollicitée pour reloger ses locataires sinistrés. En effet, certains logements CIM ont été incendiés ou détériorés au point de ne plus être habitables. La CIM a donc dû se pencher sur ce problème dans un contexte où les logements vacants sont peu nombreux dans certaines communes de l'île. Écoutons plutôt le directeur de la société immobilière de Mayotte qui fait le point sur le relogement des différentes victimes. Vous savez, il y a eu au total une trentaine de locataires, 32 pour être précis, concernés, parce qu'on est sur un lotissement où les 2 résidences qui ont été touchées, Koungou Manga et Koungou Village, totalisent 42 logements. Mais une dizaine de logements étaient déjà vides, étaient vacants. Donc les 32 restants, il a fallu trouver des solutions sur mesure. Donc on a 3-4 personnes qui quittent définitivement Mayotte pour des raisons personnelles. Certains ont été quand même beaucoup traumatisés. Ensuite, on a une dizaine à peu près de locataires qui acceptent de rester, moyennant des travaux de sécurisation et qui ont déjà commencé d'ailleurs.
Ensuite, nous avons, après enquête par notre conseillère sociale, on s'est rendu compte qu'il y a au moins 6 à 7 locataires qui pourraient être éligibles à du logement social classique. Les dossiers sont montés et là, on attend juste la livraison des logements vers la Zakamaha, voilà, certains logements qui vont être livrés dans quelques semaines. Et on va pouvoir les orienter sur du logement social. Et ensuite, on a à peu près une dizaine, je dirais, qui souhaitent absolument venir sur Mamoudzou et quitter voilà, la zone. Et là, on fait au cas par cas en fonction des disponibilités. Par exemple, on a pu reloger à ce jour environ 6 personnes, dont certains passent à Maïti, à Cavani Sud, etc. On fait avec les moyens du bord. Vous savez, c'est en fonction de nos disponibilités. Depuis l'annonce du confinement le 5 février dernier, plusieurs commerçants ont dû se résoudre à ne plus accueillir de public dans leurs magasins. Afin de pallier cette restriction, ils sont de plus en plus nombreux à se lancer dans la vente en ligne afin de permettre à leur clientèle de continuer à effectuer leurs achats. C'est le cas de Balou et du groupe JE3M regroupant des enseignes comme Madora ou encore Célio qui se sont lancés dans le e-commerce. À l'heure du premier bilan, il semble que les Mahorais répondent plutôt bien à cette nouvelle offre. Un sujet signé Jaidi Maoulida. Avec ce confinement, les magasins dits non essentiels ont dû se résoudre à garder leur grille baissée. Pour remédier à cet imprévu, ils sont de plus en plus nombreux à se lancer dans la vente en ligne. Le GIE 3M en fait partie. Le groupe a lancé son site multi-enseigne baptisé Ma Galerie Shopping. Et ce dernier aura agréablement surpris au sein de la structure. Il y a une vraie demande des clients en fait, et plutôt que de faire un site par enseigne, autant faire en fait un site multi-enseigne. À date, on a fait 500 commandes. On a eu plus de 20 000 personnes qui sont venues sur le site internet, ce qui est très positif. On ne s'attendait pas du tout en fait, à un engouement comme ça pour le site. On souhaite ouvrir finalement le site internet à d'autres personnes qui sont sur l'île, en fait, d'autres enseignes qui ont envie de venir vendre par internet. Le groupe invite des commerçants indépendants à les rejoindre afin qu'un jour peut-être, Mayotte ait son Amazon local. Pas sûr que ce soit le cas de Balou qui a lancé son propre site internet balou976.com. Pour eux aussi, le e-commerce devient une priorité et créer un site de vente en ligne est loin d'être une mince affaire. L'enjeu technique, bien sûr, c'est de mettre en place un intermédiaire de paiement, un paiement sécurisé via carte bancaire, Visa. Ensuite, c'est bien sûr de développer son site sur la plateforme, de mettre les produits avec les photos, les bons prix. Et ensuite, au-delà de ça, c'est l'enjeu logistique. Renseigner les quantités disponibles pour le site et aussi faire la mise en place des processus de préparation. Les commandes auprès des deux groupes se font livrer en 24 ou 48 heures et ce, sur tout le territoire. Si la précision des adresses laisse parfois à désirer sur l'île, les enseignes sont préparées à y faire face. Il ne reste plus qu'à aller surfer sur Internet pour les Mahorais afin de peut-être trouver la perle rare. Et ce lundi, la journée des droits des femmes a été célébrée partout dans le monde. Néanmoins, beaucoup reste à faire tout au long de l'année, notamment à Mayotte. Mais certains préfèrent voir la coupe à moitié pleine et se rappeler des avancées obtenues. Il est vrai que des corps de métier longtemps réservés aux hommes s'ouvrent de plus en plus à des femmes mahoraises. Je vous propose d'écouter à ce propos Roukia Lahadji, l'ancienne maire de Chirongi. La première femme gendarme, c'était qui? C'était pas Némati? N'était-ce pas une évolution, sincèrement? Femme entrepreneuriat, on a Sofiata Soufou, parmi les grandes, même Némati d'ailleurs, qui s'est transformée aussi en entrepreneuriat. Mais n'était-ce pas une évolution? Mais aussi d'autres femmes, même si elles sont venues à Mayotte par la suite, mais on fait évoluer, avancer de sujets à Mayotte. Je parle de Carla Baltus, par exemple, d'Idanel, en termes d'entrepreneuriat. Mais nous avons aussi d'autres. Donc, vous voyez l'évolution de la femme, elle a évolué d'une manière extraordinaire. Mais aussi, on ne va pas loin, celle qui a vraiment, je dirais même, lutté les années 90 pour que les droits de la femme. Je parle de Nafissata, la déléguée, notre première déléguée. Je peux vous dire, elle a fait des combats.
parce qu'il y avait une barrière, les caddies, les hommes, alors non, elle a donné l'espoir aux femmes de pouvoir s'émanciper. Ces femmes qui subissaient, ça leur a permis de s'émanciper. Donc vraiment un hommage, et vraiment un grand remerciement aussi à Nafisata, mais aussi à Noera qui a pris la suite, et aujourd'hui Tassiliman qui est, comme on dit, qui a pris les rênes. Et place maintenant au reste de l'actualité locale avec notamment le respect des gestes barrières qui reste encore et toujours primordial, ou encore une concertation sur la réglementation paracyclonique dans la construction en Outre-mer. Au montage, Leslie Vimonet. En quelques jours, l'épidémie de Covid-19 a grandement ralenti sa course. Néanmoins, la situation reste fragile et préoccupante à Mayotte, le taux d'incidence restant élevé. En effet, le virus continue de circuler activement et le nombre d'admissions à réanimation et de décès est encore élevé. Le respect des gestes barrières reste donc primordial. Par ailleurs, en cas de test positif et même à l'absence de symptômes, il convient de respecter certaines règles indispensables. D'abord, il est important de ne recevoir aucune visite. Il faut se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon et porter un masque en présence d'autres personnes. Lorsque l'on est malade, il faut rester dans une pièce séparée, dormir seul et ne pas partager ses objets. Il est également important de nettoyer toutes les surfaces ainsi que la vaisselle avec de l'eau de javel diluée et d'ouvrir les fenêtres pour aérer les pièces. Si vous éprouvez des difficultés à respirer, il ne faut pas attendre et appeler immédiatement le 15. Après sa présidence de la conférence des présidents des RUP, Mayotte préside depuis le 9 mars et pour 2 ans l'Association des régions ultra-périphériques françaises. La RUP assure la représentation et la promotion en commun des intérêts des RUP françaises auprès des institutions européennes. Elle doit également faciliter l'accès à l'information et aux actualités relatives à l'Union européenne de ces territoires géographiquement éloignés du continent européen. Lors d'une réunion en visioconférence avec les autres collectivités, le vice-président du conseil départemental Mohamed Sidi, en charge de la coopération décentralisée et des affaires européennes, a prononcé une allocution. Il a indiqué que Mayotte s'inscrirait dans la continuité de ses prédécesseurs pour défendre leurs spécificités dans les domaines d'intérêt commun pour les régions concernées. Le tout alors que la France doit présider l'Union européenne en 2022. Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer et Emmanuel Vargon, ministre du Logement, lancent une concertation sur la réglementation paracyclonique dans la construction en Outre-mer. L'objectif est d'améliorer la résistance des bâtiments neufs en cas de cyclone, alors que les départements et régions d'Outre-mer sont particulièrement exposés au risque cyclonique qui peut causer d'importants dégâts humains, matériels et environnementaux. Une étude portant sur l'évolution du risque cyclonique en Outre-mer à l'horizon 2050 a été publiée en juin 2020. Elle montre la très grande exposition de ces territoires et l'importance des dégâts prévisibles. Le gouvernement a donc décidé d'apporter une réponse structurelle en inscrivant des exigences pour la prévention paracyclonique dans la réglementation. Cette concertation sera menée sous l'égide des préfets jusqu'à l'été. En effet, ce sont les acteurs des territoires ultramarins qui seront au cœur de ce projet. Et si Mayotte accueillait les Jeux des îles de l'océan Indien en 2027, plusieurs élus de l'île veulent y croire. Ils ont d'ailleurs adressé une lettre au ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports pour le convaincre que le département est prêt à se lancer dans l'organisation de cette compétition sportive. Un événement international qui pourrait bien booster le développement de Mayotte, mais qui nécessitera d'importants investissements financiers pour renouveler des complexes sportifs et hôteliers vétustes, voire inexistants. Ivan Rakotovao. En près de 40 ans d'existence, les Jeux des îles de l'océan Indien ne sont jamais venus à Mayotte. Une anomalie que voudraient corriger plusieurs élus qui voient dans cet événement international un coup d'accélérateur au développement du département. Ce serait une occasion formidable d'abord pour notre jeunesse de pouvoir s'exprimer, mais toutes les collectivités dont vous savez en chef de file le département sont engagées depuis un bon moment pour mettre en place des infrastructures.
Des infrastructures sportives qui permettraient d'accueillir les différentes disciplines de la compétition et qui manquent en ce moment cruellement à Mayotte. On peut dire qu'à Mayotte, pour l'instant, on n'a pas d'infrastructure du tout aux normes, disons. Quand on va dans les autres départements, régions d'outre-mer, quand on voit ce que les autres ont en termes d'infrastructures, on est très loin du compte. D'où la seule façon donc de se rapprocher des autres à ce niveau-là, c'est d'organiser les Jeux à Mayotte. Construction de stades, de pistes d'athlétisme, de piscines olympiques, de gymnases, le monde du sport mahorais pourrait vivre un véritable renouveau. Mais au-delà du sport, c'est tout le territoire qui pourrait sortir gagnant de l'opération, avec de nouvelles infrastructures hôtelières, des routes, sans parler de la piste longue. Pour l'heure, aucun montant global n'est avancé, mais la facture pourrait être salée. Ça peut être l'occasion pour justement dire que on va faire les choses d'une façon la plus parfaite possible. Mais vous avez raison, il faudra veiller à la bonne consommation de ces fonds et à une utilisation optimale. Pour obtenir les Jeux des îles 2027, le président du conseil départemental a adressé une lettre à plusieurs ministres, accompagné des parlementaires mahorais, du président de l'association des maires et du président du comité régional olympique et sportif. Il demande le soutien du gouvernement. Toute candidature, première des pièces qui va être examinée par le Conseil international des Jeux. Donc ça va être d'abord, est-ce que l'État se porte garant de l'organisation de ces Jeux? Nous sommes confiants. Si on ne s'était pas posé les bonnes questions, on n'aurait pas fait cette démarche. Et c'est pour ces raisons que nous demandons au gouvernement de se positionner à nos côtés. Le conseil départemental qui sera à la manœuvre des chantiers des équipements sportifs se dit prêt à lancer les opérations dès le feu vert du gouvernement. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur Kwezi. Férié oblige, je vous donne rendez-vous lundi dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwezi.